Tu disais? Oui, je dis, tu vois, les cathédrales qui sont des monuments magnifiques, qui ont été faits dans les règles de l'art, qui ont une signification précise, qui ont été faits avec beaucoup de minutie, jusque dans le moindre détail. Tout est représentatif de quelque chose. C'est d'une précision que la précision moderne dans le domaine de la mécanique ne peut pas comprendre. Elle reste toujours avec des virgules, il y a toujours un petit endroit où c'est virgule quelque chose, tandis que là, c'est d'une précision totale. Ben voilà des bâtiments qui, à une certaine époque, je viens de Suisse, comme tout le monde le sait, à Lausanne, il y a une cathédrale qui fait partie de ces belles cathédrales. Il y a eu un moment donné, au début du siècle, du XXe siècle, où il a été question à un moment donné de la démolir. Ah. On aurait pu en faire un parking, par exemple, si c'était nécessaire, ou quelque chose, quoi. On ne voyait pas très bien l'utilité. Évidemment, dans un monde désacralisé, qu'est-ce que fait ce bâti? À part prendre de la place. Ouais. Simplement, comme elle devait rester debout, envers et contre tout, indépendamment des volontés humaines, parce qu'elles sont en quelque sorte des témoins de ce que pouvait représenter la chrétienté dans toute sa puissance. Il fallait qu'elle reste debout jusqu'à la fin de leur rôle à jouer. Et elles ont tenu debout depuis le XIVe siècle jusqu'à nos jours, sous des prétextes divers par rapport à l'humanité. Actuellement, comme c'est devenu le patrimoine national, c'est des œuvres, ceci, ça. Les gens, ils font du tourisme, ils vont visiter. C'est du tourisme, c'est tout ce qu'on veut. Donc, peu importe ce que c'est, le résultat est que ces cathédrales tiennent debout. Et pourquoi? Parce qu'elles doivent tenir debout, et le jour où il faudra qu'elles s'écroulent, il n'y aura pas de tourisme et de patrimoine qui tiennent, elles s'écrouleront parce que ça sera le moment. Ouais. Si elles doivent s'écrouler un jour. Voilà. Et je veux dire donc, l'homme, dans sa position, en est allé jusqu'à se poser la question si ça serait pas mieux de les démolir. Ouais. Quand on arrive à ça, on peut dire que tous les désespoirs sont permis. Ouais. Voilà. Pourquoi s'arrêter? Il n'y a plus d'arrêt là. On est hors limite depuis longtemps. En parlant de tourisme qui est fait autour de ces lieux magnifiques, tu me parlais de ta petite fille là, qui était à Paris actuellement et qui a visité, c'est quoi, Notre-Dame? Notre-Dame, oui. Voilà. Et raconte un petit peu sa réaction, s'il te plaît. Ah ben la réaction, elle a 17, 18 ans, là, alors moi à son âge, j'étais un peu dans la même révolte, c'est-à-dire que si je rentrais dans une cathédrale, j'aimais beaucoup les cathédrales. Et j'y rentrais en principe la nuit, quand c'était fermé, je passais par d'autres lieux. J'aimais bien vivre dans ces monuments. Mais là, elle est rentrée, il y avait tout ce monde touristique, et rien que de voir la tête et les yeux des touristes, regardez ça, ça te met dans un état de révolte, c'est insurmontable. Et moi, je ne pouvais pas, il fallait que je sorte. Il fallait que je sorte, de voir le côté dissonant qu'il y avait entre le regard et la chose vue. Ouais. Et puis elle, ça lui fait le même effet. J'ai dit, alors c'est pour ça que j'avais signalé ça. Elle a été obligée de sortir. Elle m'a dit, je sors avant de hurler. Bien sûr, c'était compréhensible. On va dans un regard qui est totalement hors de la question complète. Alors quand c'est un peu le même regard que tous les gens ont, même les religieux, tu vois, parce que moi j'ai été à la Mecque là-bas, et donc ouais. Quand tu vois les gens avec leur appareil photo, et puis tu viens là quand même pour une chose, et puis tu repars avec des photos, des images figées, etc. Et puis en fait le ressenti, il est loin derrière, quoi. J'ai trouvé ça un petit peu dissonant aussi, tu vois. Bon, oui, c'est dans tous ces lieux. Hein. Ouais. Moi, je me suis trouvé dans un endroit où j'étais à un moment donné tout seul, dans une grotte dans laquelle avait vécu un saint. Et puis bon, j'étais là devant cette grotte. Et il arrivait un couple de jeunes gens
fort sympathique d'ailleurs. Et à un moment donné, ils m'ont salué très, très respectueusement, ils se sont assis. Et à un moment donné, ils m'ont pris à part pour me demander si je voulais bien les photographier devant la grotte. Moi, ça m'a échappé. Je me disais, mais comment c'est possible? Tu es devant cette grotte où a vécu un personnage qui rayonne là encore et qui t'embaume, tu es pris là-dedans. Et la seule chose qui t'intéresse, c'est de faire une photo pour garder ça en souvenir, comme si tu allais figer quelque chose. Je comprenais, j'ai pas compris la démarche. Comme j'avais plus 18 ans, donc au lieu de me révolter puis les traiter tous les noms de la terre, évidemment que je leur ai pris leur appareil photo, puis je leur ai fait leurs photos comme ça. Ils sont partis le plus vite possible avec leurs photos sous le bras. Ça m'a permis de pouvoir rester tranquille encore dans la solitude devant cette grotte. En fait, tu préfères figer la manifestation que de faire vivre le non manifesté, on pourrait dire. Oui, c'est une façon de dire, mais disons que, en tout cas, tu préfères aller à l'encontre du bon sens, ça c'est garanti. Et la photographie, ça a toujours été vu par le monde traditionnel comme une diablerie. À juste titre, c'est souvent mal exprimé, donc les personnages passent pour des demeurés, qui vivent pas avec leur temps. Alors donc, voilà, moi je sais que effectivement cette façon de fixer les choses, elle est à l'encontre du fait de se fixer plutôt, de fixer son intention sur la signification de ces choses. Oui, d'accord. Voilà, le renversement, il se trouve là. Donc on perd de vue la signification, le sens et la raison pour laquelle une chose est, et à la place on y met une photographie qu'on coud contre un mur. Ouais. Et qui ne rappelle rien d'autre que le souvenir d'un moment où on est parti en voyage. Alors on revoit tout jusqu'au guichet dans lequel on a été récupérer le billet d'avion, tu vois. Et voilà, après on va parler de tout ça devant une collectivité de gens, de famille. Ah, ça c'était, ouais, à ce moment-là, ouais, j'avais fait ci, j'avais fait ça, puis ci, puis là, puis là, puis là, puis là. On va étaler une tartine géante où il n'y aura aucunement, à un moment donné, une signification qui correspond à ce que pouvait rayonner tel lieu ou tel autre. Oui, oui, oui. Ouais, c'est sûr. Donc c'est la profanation systématique par tous les bouts. Et les inventions modernes ne sont jamais que des inventions qui permettent justement ces malformations, qui non seulement les permettent, mais les exigent. Et pour en revenir à des personnages qui sont des personnages qui ont marqué une époque justement par rapport à cette subversion, j'ai cité un homme comme Freud. On peut parler aussi d'un personnage comme l'inventeur de la bombe atomique. Celui qui a découvert la relativité, enfin qui a mis à jour, disons, Einstein. Il n'a rien découvert du tout, mais disons qu'il a mis à jour une certaine forme qui a été représentée comme étant la loi de la relativité, qui était quelque chose qui était connu dans les Védas depuis très longtemps, beaucoup plus complètement que celle-ci. Mais c'est pas pour avoir une idée préconçue à l'égard d'Einstein en lui-même. J'ai rien contre lui, c'était pas un satanisme par excellence. Il me semble que c'était même un personnage intéressant. D'ailleurs, à la fin de sa vie, il a reconnu que s'il avait été instruit, il n'aurait pas énoncé ce qu'il a énoncé. Voilà, c'est paroles, bien sûr. Mais je veux dire, il est arrivé un peu dans les mêmes périodes aussi que des Picasso, que des Freud, des gens là. Je veux dire, c'est à partir, c'est 19e, 20e, jusqu'au milieu du 20e siècle. On a eu ces démarrages où il y a une espèce de... On voit bien une certaine similitude dans cette façon d'aller toujours chercher dans l'obscurité quelque chose. C'est le monde souterrain, quoi. On en a déjà parlé à plusieurs reprises. Et voilà, disons que c'est ça, je dirais, l'occultisme. C'est cette manière d'aborder les choses. Et cet occultisme est apparu 19e, 20e siècle. C'était le moment de l'occultisme. Oui, c'est ça. Voilà, et ces découvertes prétendument scientifiques
font partie de ce monde occulte. On va chercher à fouiller dans des emplacements où depuis que l'homme est sur Terre, il a laissé ça en paix, tranquille, il ne s'est pas mêlé d'aller mettre son nez où il ne fallait pas qu'il le mette. Et actuellement, ou depuis, à partir d'un certain moment, au lieu de considérer ça pour ce que c'est, on l'a plutôt pris pour un aveugle qui n'avait pas encore vu qu'il y avait quelque chose là-dessous, alors qu'il savait très bien ce qu'il y avait là-dessous. Il savait mieux que celui qui le met à jour, dans le sens qu'il connaissait tous les tenants et aboutissants et les retombées possibles du fait de le mettre à jour. Raison pour laquelle il l'a laissé où il était. Ouais. Voilà, tandis que les forces têtes scientifiques prétendument qui ont tout d'un coup cassé les barrières, eux ils ont ouvert la boîte de Pandore avec tout ce que ça représente. Et on est en plein dedans, on est en train de l'en manger. On mange de la radioactivité, on mange de l'OGM, on mange de la pollution de tous bords, on mange de la pollution sur le plan psychique, sur le plan physique. La Terre est en train de disparaître et actuellement, il ne reste plus qu'une chose, c'est de diminuer la population pour survivre. Et sur le plan moral aussi. Oui, ben, pour la même occasion, inévitablement. Mais pour dire, voilà où on en est. On en est arrivé là. Nos grandes découvertes nous ont amenés là. Ouais. Alors que les autres personnages qui étaient des demeurés prétendument, on était resté à ne pas ouvrir ces boîtes de Pandore de manière à ne pas avoir à payer cher l'ardoise. Ouais. Et c'est ça vivre avec son temps, c'est ça le progrès, c'est ça toute la grandeur de la science qui a fait des progrès gigantesques, c'est-à-dire qu'on invente de plus en plus de crétineries qui nous servent à rien, ou à rien d'autre en tout cas, qu'à nous massacrer. C'est la disparition de l'homme systématique, de plus en plus rapide, c'est-à-dire que à présent on est équipé jusqu'à l'extrême pour pouvoir détruire, pas pour construire, pour détruire. Oui, oui. Voilà. Et même si on se met en apparence à construire, ce que l'on construit, ça fait partie de la destruction, dans le sens qu'on va détruire un lieu qui aura une forme harmonieuse, qui aura un rayonnement, qui sera un lieu qui est rempli de beauté. On va y mettre un furoncle au milieu, sous la forme d'un bâtiment qui se veut être à la pointe de technologie. Un jour, on parlera de Beaubourg, tiens, parce qu'il y a des choses à dire là-dessus. Bon, il y a des personnages qui en ont parlé avec tellement d'éloquence qu'il faudrait plutôt retrouver ce qu'ils ont dit. Il y a eu un personnage qui a fait toutes sortes de cas de conférences sur Beaubourg, sur Notre-Dame, sur la ville de Paris, c'est-à-dire la configuration géographique qui correspondait à la géographie sacrée, qui était malmenée jusqu'à casser, à couper court, et la mort de Paris, c'était justement Beaubourg, c'était le coup de grâce. Voilà, je ne sais plus le nom de ce personnage, mais c'était on ne peut plus explicite. Oui, parce qu'en fait, ça créerait des ondes de forme qui sont terrifiantes, quoi, en fait, finalement. Oui, puis on coupe une énergie à un emplacement, c'est-à-dire justement en désacralisant de nouveau. C'est comme toujours, hein. Si quelqu'un parmi les auditeurs peut se souvenir ou retrouver qui est le personnage qui a fait différentes conférences là-dessus, c'est qu'il a fait une conférence donc, sur la géographie sacrée qui était celle de Paris, la manière dont Paris s'est agrandi avec le temps, jusqu'au moment où le modernisme a cassé en quelque sorte la structure fondamentale. Et il a fait une conférence sur Notre-Dame aussi, qui était une merveille. Et moi, je vais te le dire, hein, c'est Jean Baudrillard. C'est possible que ce soit lui. Eh ben oui. J'ai pas le souvenir du nom. Moi, j'ai tout entendu ces conférences, mais je me rappelle plus. C'est pas lui qui a écrit L'effet Beaubourg, implosion et dissuasion. C'est possible. Ben voilà, c'est Jean Baudrillard. C'est possible que ce soit lui, mais c'est possible que ce soit aussi un autre, je ne sais pas. Bon, ben. Et à un moment donné, il y a eu, en tout cas, c'était des conférences qui expliquaient avec toutes les précisions voulues le pourquoi du comment, voilà ce qui est arrivé à tel moment, etc.
C'était clair et net. Moi, j'ai plus rien de tout ça parce que tout a sombré dans un incendie, donc j'ai plus de documentation là-dessus. Parce que j'avais les copies sous forme de cassettes audio de ces conférences. Ouais. Voilà. J'aimerais bien les retrouver, d'ailleurs, si par hasard quelqu'un avait ça à disposition, ça serait vraiment, je serais content de les revoir. Bon, là, tu lances un appel, alors. Oui, en passant, tu vois, quelqu'un peut avoir ça à sa disposition. Allez, on va conclure. Oui. Alors, qu'est-ce que tu dirais comme conclusion, là? Oui, bon, écoute, il n'y a rien de spécial à conclure, après, à part qu'on est, comme je te dis, dans le monde de la laideur, et puis qu'il faut s'attendre à toutes les extravagances possibles. Bon, on va conclure avec La vie est belle. Bah, si tu veux, c'est... Pourquoi pas? De toute façon, elle l'est indépendamment de tout ce que l'on peut en ressentir. Mais alors, Voilà. qu'est-ce qu'elle n'est pas facile, hein? Ben, ça ne veut pas dire nécessairement facile, bien sûr que non. Hein. D'ailleurs, la vie, elle est dure, hein. La preuve, on en meurt. Ouais. Ah oui, c'est ça. Ok, bon, allez, au revoir et puis à bientôt, alors. À bientôt. Allez, ciao.